Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus, toujours aussi nombreux devant votre petite lucarne magique pour regarder les facéties et les jolis t-shirts de Benoît. C'est vrai que celui-là, je l'avais pas mis depuis un petit moment quand même, mais ça me fait ça avec l'arrivée du printemps, un petit coup de nostalgie, de revival, tout ça. Et donc, je me disais qu'aujourd'hui, nous allions regarder la critique de Yesterday, ainsi que la Minute du Geek, smartphone, auto, et pour commencer, bien sûr, des news non pas en plus de nostalgie, mais d'avant-gardisme. Les projets de financement de jeux vidéo via Kickstarter continuent d'affluer. Après le jeu d'aventure de Double Fine, on vous avait déjà parlé du projet de Brian Fargo qui a lancé un appel à financement pour Wasteland 2. Brian Fargo a été le fondateur d'Interplay et avait créé le premier Wasteland en 1988. Ça ne nous rajeunit pas. C'était le premier des jeux à se dérouler dans un monde post-apocalyptique. Cet appel à financement a été un succès puisque les fans ont déjà promis 1,6 million de dollars. Eh bien, Brian Fargo en a remis une couche avec une annonce choc. Il a annoncé que si le budget atteignait les 2,1 millions de dollars, il ferait participer Obsidian Entertainment et donc, et surtout, Chris Avellone, l'écrivain culte derrière Icewind Dale, Planescape Torment ou encore Fallout 2. Pour l'instant, ce budget n'est pas encore atteint, mais avis aux amateurs, il reste encore quelques jours. Hey, I'm a publisher. Ça y est, le studio Bungie n'a officiellement plus les droits de la série des jeux Halo qu'il avait développé pour Microsoft. Le développeur a fait un bilan de son aventure avec quelques statistiques et un message émouvant pour les fans. On apprend que le multijoueur tout jeu confondu a vu 136 milliards de frags au cours de plus de 2 milliards d'heures de jeu. Une sacrée performance pour une saga à succès. On attend maintenant de connaître les prochains projets de Bungie. Alors que le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu a fêté son 30e anniversaire l'année dernière, les éditions Sans Détour continuent de développer la gamme avec un nouveau supplément ambitieux appelé Terra Cthulhiana. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'un véritable tour du monde du mythe de Cthulhu, présentant 29 lieux mystérieux ou légendaires, certains issus des écrits de H.P. Lovecraft, d'autres bien réels. Avec près de 400 pages copieusement illustrées, c'est un véritable ouvrage du mythe que nous propose Sans Détour. À recommander à tous les maîtres des arcanes souhaitant entraîner leurs investigateurs vers des cieux plus exotiques ou tout simplement les amateurs d'aventure et d'occultisme. Alors, printemps de la nostalgie ou nostalgie du printemps? Ce qui est sûr, c'est que cet été sera chaud, très chaud, caniculaire et désertique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne saison, mais si à mon humble échelle, je peux faire quelque chose pour les précipitations, moi, je suis pour, je suis dedans, j'en suis. Et en plus, je sais que Sylvain, il aime bien ça. Bon, par contre, si c'est trop dur, hein, n'hésitez pas à couper le son, voire à zapper carrément, et puis vous revenez après. Attention, ça va démarrer. Kirumade Koi wa omoidori no game Demo mo nagedashite chimititai Shinji narenai Kino shika Doshite Nani mo iwazu dete itte shimatta no Nani ga ikenai n datta da kino ni modoritai kino made Koi wa omoidori no game Demo mo nagedashite shimaitai Shinjirarenai kino shika Et bientôt le biopic. Mr. White will see you now, Mr. Yesterday. Thank you. Come over here, John. Have a look at this sunset. Désormais bien connu des fans de jeux d'aventure, le studio espagnol Pendulo s'est affirmé jeu après jeu comme l'un des acteurs majeurs du point and click. Après un excellent Runaway 3 en 2009 et le génial The Next Big Thing en 2011, Pendulo est déjà de retour sur nos ordinateurs avec Yesterday. Avec ce titre, Pendulo semble vouloir s'écarter de l'ambiance bon enfant et humoristique qui caractérisait ses précédentes productions, en proposant un véritable thriller destiné à un public adulte. Nous allons voir si ce nouveau registre lui réussit autant que l'ancien.
Do me a favor. Stay out of trouble, okay? Yesterday commence par un prologue se déroulant à New York en 2011. Des sans-abri sont retrouvés morts, brûlés vifs par un mystérieux assassin appelé l'Inquisiteur. Le jeune Henry White, héritier d'une méga corporation, et son ami Cooper sont bénévoles pour l'organisation gouvernementale Les Enfants de Don Quichotte et décident de mener l'enquête dans une station de métro désaffectée. Tandis qu'Henry explore la station, il est capturé par Choke, un prêtre malsain et dérangé qui prêche la fin du monde auprès d'une assemblée de mannequins et vénère un mystérieux symbole en forme de Y. Après avoir échappé à cet illuminé, le jeu fait un bond d'1 an en avant. Henry est désormais un businessman et a pris la tête de la corporation. Les meurtres de SDF continuent, de plus en plus barbares, et semblent correspondre à un rituel. Ces crimes ont tout l'air d'être liés à une secte sataniste du XVe siècle appelée l'Ordre de la Chair. Henry a fait appel à un investigateur spécialiste de ces cultes, John Yesterday, pour poursuivre l'enquête. Alors qu'il suivait une piste à Paris, Yesterday aurait essayé de se suicider dans sa chambre d'hôtel. Sauvé in extremis, John souffre toutefois d'amnésie et le mystérieux symbole Y a été gravé dans la paume de sa main. Dans la peau de John Yesterday, le joueur devra retrouver ses souvenirs oubliés, reprendre son enquête là où il l'avait laissée, découvrir ce que cache l'Ordre de la Chair et démasquer l'Inquisiteur avant qu'il ne commette davantage de crimes odieux. Mélangeant polar et occultisme, Yesterday n'est pas sans évoquer les jeux Gabriel Knight. En tout cas, quand Pendolo annonçait un jeu mature, il ne se moquait pas du monde. Ne vous fiez pas à l'aspect cartoon de ces images, le ton de Yesterday est résolument adulte et parfois dérangeant. Mort violente, déviance, torture, démence, sexe, rien ne sera épargné aux joueurs sans pour autant tomber dans le racolage. Le jeu mérite donc amplement sa classification 16+. Yesterday est un point and click. Le gameplay est donc d'une simplicité enfantine. Chaque scène propose un décor fixe en 2D sur lequel se meuvent des personnages en 3D cel shading, ce style graphique proche d'un dessin animé étant la marque de fabrique du studio Pendolo. En cliquant sur des éléments interactifs ou hotspots, le joueur aura la possibilité d'interagir avec eux. Certains objets pourront être ramassés pour être placés dans son inventaire. Pour progresser, il faudra trouver où et comment utiliser ces différents objets afin de résoudre divers puzzles. Les héros rencontreront également d'autres personnages, amicaux ou non, avec lesquels ils auront la possibilité de discuter pour obtenir de précieux indices. Jusque-là, on est dans les standards du genre. Yesterday se démarque par quelques subtilités. Par exemple, il est possible de faire apparaître en surbrillance les hotspots, comme dans la plupart des point and click modernes. Mais cette tête de jeu ne restera à l'écran qu'une poignée de secondes. Avant de pouvoir la réutiliser à nouveau, le joueur devra attendre quelques minutes. Impossible donc d'en abuser. Même principe pour le système d'aide intégré. Si on se retrouve bloqué, il est possible de demander un indice, mais il faudra attendre quelques minutes avant de pouvoir en réclamer un autre. L'interface du jeu est plutôt explicite et remplit son office, même si l'on regrette un choix de design parfois agaçant. Pour utiliser un objet de l'inventaire, il faut le faire glisser avec la souris. Mais régulièrement, le jeu interprétera ça comme un simple clic pour examiner l'objet. Il n'y a pas mort d'homme, mais au bout d'un moment, ça devient un peu agaçant. T'es une personne discount if I can watch. Good night, Albert. Oh, I see. That bulge must be some kind of toy. I'll leave you alone. Le passage à un registre plus sérieux s'avère une réussite et on se prend à suivre avec délectation cette intrigue alambiquée qui flirte régulièrement avec le glauque. Le scénario est tordu comme il faut, avec d'authentiques twists qui marqueront les joueurs pour longtemps. L'écriture du titre s'avère remarquable et l'histoire est servie par une galerie de personnages souvent ambigus ou malsains avec une bonne dose d'humour noir et grinçant. Be in the room tomorrow when she comes to clean it. She's new and frisky. On aurait pu craindre que le style graphique très cartoon de Pendolo ne se marie pas bien avec ses thématiques plus sombres. Mais là encore, le studio espagnol s'en est sorti ingénieusement. Le jeu adopte en effet une mise en scène et une présentation à la manière d'une bande dessinée. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce choix artistique contribue énormément au fait que ça marche. Ceci étant dit, Yesterday n'est pas parfait. Les animations des personnages sont un peu rigides, en particulier les animations faciales lors des scènes de dialogue. Notons aussi que comme dans beaucoup de point and click, certains puzzles sortent vraiment d'on ne sait où.
Enfin, la durée de vie du titre n'est pas fameuse, mais là encore, c'est un peu l'éternel défaut de ce genre de jeu. Yesterday n'est donc pas aussi exceptionnel qu'un Next Big Thing, mais n'en reste pas moins un point and click très convaincant et offre par la même occasion à Pendulo l'opportunité d'explorer de nouveaux terrains. Ce n'est peut-être pas le meilleur jeu si l'on juge uniquement le côté gameplay, mais c'est indéniablement l'une de leurs histoires les plus mémorables. Et rien que pour ça, Yesterday est une réussite. That's okay with you, right? Yeah, Henry. I need to know who I am. Mais oui, étonnamment, je ne sais pas si c'est la musique qui adoucit les mœurs ou le printemps qui fait effet à d'autres que moi, mais toujours est-il que Julien Pirou a décidé de nous parler quand même du processeur Motorola 68000. Alors bon, c'est quand même sorti en 1979, hein, je ne sais pas si vous imaginez ça, moi non plus, hein, j'étais pas né, et ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas de photo de moi quand j'étais petit, parce que forcément, moi quand je suis né à l'époque, le CD venait de sortir, donc mes parents ils ont tout gravé les CD de photos, et puis maintenant, depuis le temps, les CD, comme c'était les premiers, hein, ils ont tout fondu, ils ont tout coulé, on ne réussit plus à les lire. Et maintenant, ben bravo la technologie, je ne peux plus regarder de photos de moi quand j'étais petit. Alors que par contre, la photo sur papier, ça prend une jolie teinte un petit peu fanée en vieillissant. Sauf si on les laisse au soleil, forcément, là ça se dégouline, ça fait du caca. Mais bon, tout ça pour dire qu'il est grand temps de retrouver Julien Pirou et ses processeurs 68000. Il est fou ce garçon, il est fou. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Quel est le point commun entre le Macintosh, l'Amiga, l'Atari ST, la Mega Drive, la Neo Geo, la Jaguar et la Saturn? Eh bien, toutes ces machines intégraient un microprocesseur Motorola 68000. Créé en 1979, le 68000 a peut-être été le microprocesseur le plus important de l'histoire du jeu vidéo. En plus des machines déjà mentionnées, il était également au cœur de nombreux systèmes d'arcade comme le System 16 de Sega et les CPS 1 et 2 de Capcom, ainsi qu'utilisés dans les stations de travail Unix ou Silicon Graphics. Le 68000 porte ce nom car il contient un peu plus de 68000 transistors. C'est un microprocesseur hybride 16-32 bits de type CISC, CISC, c'est-à-dire processeur à jeu d'instructions étendu, qui lui offre de nombreuses possibilités de programmation et permet une grande variété d'utilisation. Le développement du 68000 a commencé en 1978 au sein du projet MAX, Motorola Advanced Computer System on Silicon. L'idée était de produire un composant qui succéderait au Motorola 6800, le précédent microprocesseur 8 bits de la compagnie, sans nécessairement être rétrocompatible. Intel avait déjà lancé en 1977 son microprocesseur 8086, un microprocesseur 16 bits. Motorola, en l'occurrence son vice-président Tom Gunter, décida de voir encore plus loin en produisant un composant hybride 16-32 bits. Outre son avance technique sur la concurrence, le 68000 rencontra un très grand succès en raison de sa facilité de programmation. Il était également peu cher à fabriquer, ce qui lui valut donc d'être utilisé dans une grande quantité de machines domestiques. Même après qu'il soit devenu obsolète en tant que processeur principal, le 68000 a continué d'être utilisé de manière annexe, en particulier sur les cartes son. Même si évidemment il n'est plus aussi répandu qu'autrefois, le 68000 continue toujours d'être utilisé, par exemple dans les calculatrices. Pas si mal pour un composant qui fêtera bientôt ses 35 ans, une éternité en matière d'informatique. Non, parce que vu comment c'est parti hein, depuis le début de 60%, nostalgie, rétro gaming, tout ça machin, pour la rubrique smartphone, je sais pas, et ils vont faire des refontes HD de jeux sur Minitel qui vont ressortir sur les nouveaux téléphones. Oh, ça va être bien. En découvrant le jeu Feeble Flick and Rolt, ce qui surprend d'abord, c'est le nom du studio à l'origine de son développement. Il s'agit en effet du tout premier titre sur smartphone et tablette de Crytek, jusque-là plus connu pour le premier Far Cry et la série de FPS Crysis. Passé la surprise initiale, on se dit qu'il va falloir rapidement s'y faire. Les plus gros éditeurs s'y sont mis, EA, Ubi, en acquérant de nombreux studios de développement, et les plus gros développeurs leur emboîtent le pas.
Epic Games, par exemple, a déjà rencontré un énorme succès avec sa série Infinity Blade, dont le prochain volet, Infinity Blade Dungeons, devrait sortir courant 2012. Mais là où Epic Games a tout misé sur l'esbrouf technique en proposant du bon gros beat'em all qui dépote en 3D, Crytek, eux, proposent une espèce de mix kawaii entre le mini-golf et Marble Madness. On contrôle en effet un extraterrestre que l'on devra propulser à travers une trentaine de niveaux répartis dans 4 environnements distincts à l'aide d'une mécanique similaire à celle de Angry Birds ou de Squids. Le joueur dispose de 3 impulsions dont il déterminera l'angle et la force avec son gros doigt, de manière à faire franchir à son petit perso une série d'obstacles tout en ramassant des pièces et des étoiles pour finalement le mener jusqu'au vortex de sortie s'apparentant au trou d'un parcours de mini-golf. En fin de course, il disposera également d'une petite seconde pour affiner sa trajectoire et orienter Feeble à l'aide de l'accéléromètre. Au fil des niveaux, le petit extraterrestre rondouillard retrouvera les membres de son équipage qu'il pourra placer sur différents spots afin d'activer de nouvelles interactions, chacun de ses compagnons ayant une compétence unique. Il vous faudra aussi jouer avec les environnements pour mettre à profit des bumpers et autres zones de boost afin de traverser le niveau en un minimum de coups. Si techniquement Feeble se veut spectaculaire, avec de nombreuses cinématiques et des environnements 3D détaillés, on ne peut que regretter que le jeu ne soit pas 100% fluide. Loin de là, ce titre ayant tout de même été testé sur iPad 2. La version HD de Feeble Flick and Roll est d'ailleurs un peu plus onéreuse que les versions iPhone et iPod Touch, puisqu'elle coûte un peu moins de 5 € contre 2 € et quelques sur les autres plateformes iOS. Une boutique est également accessible pour faire casquer les joueurs pressés, en leur permettant par exemple d'acheter les clés qui débloquent les environnements et les niveaux bonus. Ces dernières pouvant bien évidemment être débloquées in-game sans passer par la case boutique. Feeble est au final une semi-déception malgré son statut de blockbuster. En découvrant GNU Revenge, on pense tout de suite au jeu totalement barré à base de girafes et de lamas développé par Jeff Minter. Totalement azimuté, le jeu développé par Vase confronte des gnous de l'espace, visiblement défoncés, à des crocodiles ricaneurs, affichant un lointain et étrange lien de parenté avec le chien Diabolo des fous du volant. Votre objectif consistera à libérer vos 3 potes gnous de leur bulle d'oxygène avant d'aller encorner le vaisseau spatial monoplace abritant l'infâme croco présent dans chaque niveau. Au nombre de 72, ceux-ci se situent dans l'espace avec des planètes, des nébuleuses, des trous noirs et autres météorites. Il faudra donc jouer avec la gravité, un peu comme dans Angry Birds Space, et d'autres éléments comme des canons propulseurs échappés de Donkey Kong Country. Côté gameplay, on se retrouve en présence d'un one-button game, puisque le joueur se contentera d'activer le jetpack de son GNU à l'aide de l'énorme bouton situé en bas à droite de l'écran. Un bouton qu'il pourra utiliser plusieurs fois, histoire de contrôler un minimum la trajectoire de son GNU, pour lui permettre de tenter de libérer ses 3 frères de leur bulle avant d'éclater le croco. Les parties s'enchaînent sans pause, comme dans Super Meat Boy ou Beat Trip Runner, ce qui contribue à faire de ce petit titre un passe-temps agréable, non dénué de challenge. Parvenir à sauver tous les gnous demandera en effet pas mal d'adresse et un poil de réflexion afin de défier les lois de l'attraction et de la gravité. Le design amusant des personnages et des décors, ainsi que les excellents bruitages du jeu font le reste, et c'est sans déplaisir que l'on tentera d'aider les gnous à prendre leur revanche sur les infâmes crocos de l'espace. Si vous avez en votre possession un terminal Android, peut-être avez-vous remarqué le récent changement de nom de l'Android Market. Baptisé dorénavant Play Store, le marché d'applications de Google intègre un tout nouvel écosystème, Google Play, disponible aussi bien sur ordinateur que sur Android. Google poursuit ainsi la centralisation de l'ensemble de ses services et adopte un modèle proche de ses concurrents, comme Apple avec iTunes ou encore Amazon, en fusionnant ses différentes boutiques de contenu dématérialisées sous une seule et même bannière. Actuellement, la plateforme Google Play permet d'acquérir des jeux et des applications Android via le Play Store, une sélection de films grâce à Play Movie et c'est tout. La totalité des services étant réservée aux États-Unis, négociation des droits oblige. Il va donc falloir un peu de patience avant de pouvoir utiliser Play Music, ex-Google Music, le store musical de Google qui donne la possibilité d'envoyer gratuitement jusqu'à 20 000 titres dans les nuages pour ensuite y accéder via n'importe quel navigateur ou terminal Android. Il en va de même pour le store dédié aux livres Playbook. Utilisant le cloud, comme Play Music et Play Movie, il permet par exemple de commencer sur son smartphone la lecture du Trône de Fer dans les transports en commun, pour ensuite la reprendre sur sa tablette, confortablement installée sur son trône de porcelaine. Pour le moment, le lancement de Google Play se résume donc à un changement de nom pour l'Android Market et l'arrivée en France de Play Movie, l'expérience Google Play complète devant bientôt arriver, Google y travaillant activement. Google Play. Et bien entendu, comme dans tout bon 100%, il faut une rubrique antithétique. Ben oui, puisque aujourd'hui la thématique c'est la nostalgie, maintenant on va retrouver Otto, et par contre Caroline n'est pas du tout sujette à la nostalgie. Elle est imperméable, puisque elle change pas, elle est toujours aussi fraîche, aussi agréable, elle change pas, je vous dis. La nostalgie c'est pour les vieux qui se décrépissent, qui comme ça, mais Caroline elle est comme un bon Chianti avec son petit panier en paille, plus ça va, plus elle se bonifie avec l'âge, c'est merveilleux, vive le printemps, vive Otto, vive Caroline.
tous et bienvenue dans Auto. Cette semaine, on retrouve la rubrique Lumière. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas faite. Vous aurez en plus les topics et enfin, les fameuses nouveautés en fin d'émission, dont une qui fera fortement réagir sur le forum. On commence avec les releases. On commence les releases avec le groupe Noise et leur album The Black Rain. Ce groupe de musique instrumentale créé depuis 2004 a déjà plusieurs albums à son actif et celui-ci est leur 4e. À l'image de la cover, l'ensemble des titres est assez sombre et délicat à la fois. Trildan était en concert à Paris lundi et leur album est dispo depuis le 1er avril sur la boutique en ligne de Bishi Bishi. Si l'album est dispo physiquement en exclusivité lors des concerts de leur tournée, sachez qu'il sortira le 16 avril en magasin. On termine avec la sortie de la bande originale de Princesse Mononoke. C'est le grand Joe Hisaishi qui a composé cette merveille que vous pourrez bientôt vous procurer. Le label Wasabi Records sortira cette BO le 11 avril et dans 3 mois, une autre BO des studios Ghibli devrait voir le jour. On commence les topics avec de tristes nouvelles, des séparations et des mises en pause. Il y a quelques semaines, les Lazy Guns Whiskey ont annoncé qu'elles allaient se séparer à la fin de leur tournée actuelle au Japon, c'est-à-dire vers mi-mai. Mais elles ne sont pas les seules, le groupe de Shinaringo, à savoir Tokyo Jiken, se sont séparés le 29 février, mettant fin à 7 ans et 9 mois d'activité. En janvier, c'est le groupe School Food Punishment qui a annoncé qu'il se mettait en pause pour une durée indéterminée. Même chose pour le célèbre groupe de pop-rock japonais, les Myolomen, qui connut le succès en 2005 avec Konayuki. Les Stéréoponies seront en tournée aux États-Unis. Il y a quelques semaines, elles avaient annoncé leur venue à la convention américaine SakuraCon en tant qu'invitées d'honneur. Eh bien, elles ne seront pas qu'à la convention. Le 9 avril, elles feront un showcase dans la boutique Amoeba. Puis le 10, 11 et 12, elles seront à San Francisco, Los Angeles et Santa Ana. J'espère que ça leur donnera des idées et qu'elles auront envie de passer par l'Europe. C'est la grande nouvelle de la semaine dernière. Maeda Atsuko, surnommée Hachan, a annoncé lors du concert au Saitama Super Arena qu'elle quitterait prochainement les AKB48. Suite à cela, elle a écrit un long message sur son blog pour expliquer son choix et remercier ses fans de la soutenir. Une décision très importante car ça me semble évident qu'il y aura un avant et un après Hachan dans l'histoire du groupe. Elle a presque toujours été la numéro 1, celle qu'on appelle en fait le centre du groupe, et je pense que ça va donner des idées aux autres camarades également. Je pense que c'est une bonne manière de rappeler qu'être idol, finalement, c'est éphémère et toutes n'ont pas forcément la chance d'être celles qui décident du moment de mettre fin à cette période de leur vie. Que les fans se rassurent, vous continuerez encore longtemps à voir Maeda Atsuko, c'est juste qu'elle ne sera plus avec les AKB, mais elle pourra pleinement se consacrer à sa carrière solo. Maintenant, les paris sont ouverts pour donner un nom sur la prochaine qui prendra son envol. Cette semaine, on reprend la rubrique Lumière. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos live juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Hemingway avec leur tout nouveau clip By My Side, qui est le 20e ending de l'anime Naruto Shippuden. Je rappelle au passage qu'ils seront en concert à Japan Expo. Ensuite, vous aurez le groupe Londolat, dont l'album Beautiful est sorti en numérique chez Bishi Bishi, et le clip qui entrera en rotation est Hajimari no Uta. Pour faire honneur à Hachan des AKB48, les fans pourront voter pour le clip Junen Zakura, un clip où on voit justement une Hachan adulte qui repense au passé à l'époque de son adolescence. Les romanesques seront également de retour avec leur clip Samurai Dandy, une espèce de paradoxe entre leur costume de prince et princesse française et le château japonais dans lequel ils tournent le clip. N'oublions pas non plus le clip du HP dont je ne connais pas le nom cette semaine encore, décidément. Et enfin, One O'Clock avec Remake, un clip très attendu par les fans du groupe et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Je pense qu'on va pas s'ennuyer dans les J-Top à venir. En parlant du J-Top, pensez à voter pour lui, pensez à voter pour le J-Top. On se retrouve la semaine prochaine dans Auto, je fais des gros bisous. Bye. Et bien voilà, mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, c'est la fin, encore une fois, de ce 101%. Alors bon, je suis nostalgique de la dernière fois où je vous ai fait des bisous, alors je vous fais encore des gros bisous, et puis je vous souhaite un bon printemps à tous. Très bon printemps, avec plein de bisous partout.